Présentation de lettres de créance au président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, de 3 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit des ambassadeurs du Sénégal, de la République d'Égypte et de la République islamique de Mauritanie. Le 7 juillet 2013, les Maliens iront aux urnes pour choisir leur président de la République. C'est la révélation faite aujourd'hui par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire au cours d'un point de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ERTM. Tout d'abord, ce communiqué à l'occasion du déplacement en N'Djamena au Tchad de son Excellence le professeur Dioncounda Traoré, président de la République, dans le cadre des sessions extraordinaires des instances de la CENSAD. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le vendredi 15 février 2013 les membres de la délégation présidentielle à 10h, les membres des corps constitués désignés à 10h30, le décollage de l'avion présidentiel étant prévu pour 11h. 3 nouveaux ambassadeurs ont donc présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République par intérim. Il s'agit des ambassadeurs du Sénégal, de la République d'Égypte et de la République islamique de Mauritanie. Cérémonie suivie par Aoui Touré. Tapis rouge pour 3 nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de venir vous remettre les lettres par lesquelles Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, Mis en 1990 au grade de commissaire de police, commissaire Hassan Ndoye se chargera à partir de ce jour du renforcement des relations de coopération entre le Mali et le Sénégal. Et là, il nous arrive d'Espagne où il était consul général et avant à Dubaï chargé des questions de défense et des affaires consulaires. Monsieur Ndoye est très connu dans son pays, chef du bureau de renseignement et de police judiciaire, directeur de la police judiciaire et aussi directeur général de la Sûreté nationale. Il a à son actif des publications, traités de criminologie, traités de politique criminelle. Très sportif, M. Hassan Ndoye est taekwondo, ceinture noire, 3e dan. Abdelhamid Nasser Mohamed Anazawi, nouvel ambassadeur d'Égypte. Jusque-là, il était vice-assistant du ministre égyptien chargé des affaires consulaires des étrangers et de la légalisation des documents. Bamako n'est pas son premier poste en tant que diplomate. Il a servi à Rabat, à Budapest et au Soudan. Il est titulaire d'une maîtrise en commerce de l'Université d'Égypte. Le 3e ambassadeur, Mohamed Lemine Ould Mohamed El Mokhtar Ould Katari, est mauritanien et ancien ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Le diplomate s'est dit très fier d'arriver dans notre pays en ce moment très crucial et a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour aider à une sortie de crise. Son pays, la Mauritanie, est et restera à nos côtés. Le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, notre compatriote Bassari Touré, est à Bamako. Il a été reçu ce matin par le président de la République et le Premier ministre. Au centre des entretiens, la dynamisation des projets de développement que la BOAD finance au Mali et l'aide d'urgence que l'institution financière vient d'apporter au Mali. Elle a en effet débloqué 100 millions de francs CFA pour soutenir l'effort de guerre. Sidiki Damlé. Le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, notre compatriote Bassari Touré, est à Bamako pour non seulement exprimer l'élan de solidarité, mais aussi rassurer les autorités maliennes du soutien total de son institution. Soutien pour aider notre pays à recouvrir son intégrité et à relancer son processus de développement. Le Mali peut vraiment doublement compter sur mon institution. C'est une institution régionale, c'est une institution du Mali. Nous avons vocation vraiment à renforcer les pays au plus haut point. Nous sommes fermement engagés à appuyer le Mali pour aller de l'avant et retrouver la normalité le plus rapidement possible. La crise politico-sécuritaire a certes ralenti les activités de la BOAD au Mali, mais elle n'a nullement affecté les portefeuilles qui va d'ailleurs s'agrandir. Déjà, notre pays a une cagnotte de 130 milliards de francs CFA non encore décaissés et en plus de l'ambitieux projet de Taoussa, d'autres investissements au Nord Mali sont envisagés. Nous nous engageons à renouveler rapidement la coopération. Nous avons 3 projets dans le nord du pays. Le barrage de Taoussa et le projet de Kidal, le projet de développement intégré du Nord.
autant que la situation le permet, on va aller vite. On va restructurer le portefeuille. Nous avons aussi 130 milliards qui ne sont pas décaissés. Et donc nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons rapidement aller par rapport à ça. Sans compter que nous avons planifié 200 milliards pour les 3 années à venir. C'est donc un renouvellement de confiance et un renforcement de l'engagement de la BOAD pour le Mali. Voilà de quoi faire sourire tout ministre de l'économie. Le président de la République, par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, a adressé un message de condoléances à son homologue de la Guinée-Conakry. C'est suite au crash d'avion survenu le 11 février dernier à Monrovia, au Libéria, et qui a entraîné la mort de 11 personnes, dont le chef d'état-major général des armées de la République de Guinée, le général de division Suleiman Kefela Diallo. Le Premier ministre Django Sissoko a reçu ce matin en audience M. Ibrahim Boubacar Ba, commissaire chargé des politiques macroéconomiques à la CEDEAO. Avec lui, il a été surtout question de la gestion de la transition au Mali. Ibrahim Boubacar Ba, sa sortie d'audience au micro de Nando Dambélé. Avec le Premier ministre, j'ai eu à aborder 3 points qui me paraissaient des points essentiels. Le premier point a trait, bien entendu, à remercier le gouvernement, puisque je suis commissaire aux politiques macroéconomiques au titre du gouvernement du Mali. La deuxième, c'est qu'effectivement, la feuille de route, c'est aussi un élément fondamental qui, comme vous avez vu, a permis de déclencher tout de suite la reprise des aides. La première réaction est venue du Fonds monétaire international, qui a 18 millions de dollars donnés au Mali, 18 millions de dollars de financement, de potentiel de financement. Mais au-delà de cela, le Fonds monétaire, lorsque le Fonds monétaire donne le feu vert, ça veut dire que c'est une manière de demander aux autres bailleurs de réactiver les financements. Ce qui est fondamental d'abord pour restaurer l'administration, fondamental aussi pour faire redémarrer l'économie. En troisième point, j'ai dit au Premier ministre que la transition a quelque chose de particulier, c'est que c'est une période qui n'est pas longue par nature. Donc il y a beaucoup de problèmes, il faut prioriser les actions. Bien sûr, je sais que le gouvernement le sait, mais dans la priorisation des actions, j'ai insisté sur les problèmes de préparation des dossiers techniques pour la mobilisation des ressources. On dit qu'on a 500 millions avec les bailleurs, on dit que l'Union européenne va réactiver les financements, c'est très important, mais c'est à domicile qu'on règle ces problèmes par la bonne préparation des dossiers. Donc je l'ai dit aussi, ceci me paraît fondamental. Et la table ronde qui va venir, ceci est aussi important. Je dis que le Premier ministre aura une visite à l'Union européenne. Je pense qu'il est connu là-bas avant qu'il ne soit Premier ministre. Et je suis sûr que cela est une bonne chose pour le Mali. Monsieur Ibrahim Boubacar Ba, commissaire chargé des politiques macroéconomiques à la CEDEAO, était donc au micro de Nando Dambélé. Le premier tour de l'élection présidentielle dans notre pays est prévu le dimanche 7 juillet 2013. C'est le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse aujourd'hui devant une 50aine de journalistes. Le colonel Moussa Sinko Koulibaly a révélé que les consultations électorales pourraient coûter jusqu'à 60 milliards de francs CFA. Le compte rendu de Moïse Traoré. Le premier tour de la présidentielle est prévu pour dimanche 7 juillet 2013. Les élections générales pourraient coûter environ 60 milliards. Si la disposition carte numéro d'identification nationale, NINA, va exiger plus de 9 milliards, elle permet de minimiser les coûts. Outre la couverture juridique et la réduction de fraude, la carte d'identification peut servir de carte d'électeur. Les élections que nous devons organiser doivent nous permettre de reconstruire le tissu social qui a été brisé, qui a été malmené pendant l'année 2012. Essayer de contribuer à trouver des solutions à toutes ces difficultés que nous avons. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons organiser les élections sur l'ensemble du territoire pour permettre de ressouder les esprits, de ressouder les cœurs, de permettre au Mali de rester un et indivisible. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire avait rappelé les actions menées par son département après la signature de l'accord cadre. Physiquement, l'administration est en train de retourner dans les localités, mais pour permettre un fonctionnement normal, un fonctionnement correct de ces administrations, nous avons besoin de refaire ces bâtiments, de remettre en place un certain nombre de services
et cela demande un certain délai. C'est pourquoi même Gao, Douanzan ou Kona, même si l'administration est de retour là-bas, nous manquons encore de services de base afin de permettre un fonctionnement normal de l'administration. Sur le terrain, les activités préparatoires des élections seront visibles à partir de mai 2013. Une cinquantaine de représentants de la presse nationale et internationale étaient à la conférence de presse. Les ministres en charge de l'éducation et de la formation professionnelle ont rencontré cet après-midi les membres du Conseil supérieur de l'éducation. Les 3 ministres ont demandé l'accompagnement du Conseil pour relever les défis du moment en matière d'éducation. Il s'agit entre autres de la reprise des cours dans les régions autrefois occupées par les bandits armés. Dans le but de bâtir l'école sur de bonnes bases, un projet d'urgence dénommé Éducation pour tous a été créé au ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. Ce projet devra permettre la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement en matière d'éducation. Compte rendu de Agali Aguissa. Aucune entité de la République du Mali n'a échappé à l'effet de l'occupation d'une partie du pays par des terroristes. L'école, le ciment de tout développement, en fait partie. Ainsi, pour résoudre les multiples problèmes que connaît notre école, les ministres en charge de l'éducation et de la formation professionnelle ont sollicité l'aide du Conseil supérieur de l'éducation. Aujourd'hui, plus que jamais, votre implication s'avère nécessaire pour la résolution de nombreuses équations posées à notre école. Pour répondre à ces défis posés par la situation difficile que vit actuellement notre pays en général, et l'école en particulier, le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre à travers de multiples mécanismes de sa feuille de route qui vient d'être validée par l'Assemblée nationale. Les départements en charge de l'éducation sont actuellement engagés dans la déclinaison de cette feuille de route en plan d'action en vue d'une mise en œuvre efficace. Et un projet d'urgence éducation pour tous a été mis en place au niveau du ministère en charge de l'éducation pour répondre à la situation d'urgence dans laquelle se trouve notre école. Conscients des maux qui minent le système éducatif malien, les membres du Conseil supérieur de l'éducation ont réitéré leur soutien aux membres du gouvernement. Ils ont surtout mis l'accent sur le mérite et la qualité dans les choix des hommes qui animent le système. Nous sommes les mieux placés pour savoir ce que vous venez de dire, la destruction de toutes nos infrastructures sanitaires et scolaires. Et comme vous l'aviez dit, s'attaquer aux moyens de transmission du savoir, c'est ça même qui signe la barbarie des hommes et leur souci de ramener le pays dans le Moyen-Âge. Le syndicat national de l'enseignement supérieur, par la voix de son secrétaire général, Abdou Malé, a tenu à rappeler la non-satisfaction de certains points de ses revendications. Les ministres ont souhaité l'indulgence de tous les acteurs pour relever les nombreux défis du moment. Priorité sera donc donnée aux urgences. Restons toujours à l'école avec les autorités scolaires du Mali et leurs partenaires qui engagent la réflexion sur les conditions de reprise des activités éducatives dans les régions affectées par la crise. Un espace dédié à cet exercice s'est ouvert ce jeudi à l'hôtel du cinquantenaire de Sikasso à l'initiative du ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. Compte rendu, Sekou Konaté. Depuis janvier 2012, les régions nord de notre pays sont en proie à un conflit armé. Une situation qui a provoqué un déplacement massif des populations vers les régions du Sud et les pays voisins. L'endommagement des structures éducatives et équipements, l'interruption des activités d'apprentissage, entre autres. Au moment où la bataille pour la reconquête de ces régions bat son plein, il devient urgent de réfléchir à un mécanisme de reprise des activités dans ces régions. Et c'est à cela que le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales et ses partenaires dédient la rencontre de Sikasso. L'objectif, c'est de bâtir un plan d'action nous permettant d'anticiper sur le retour à la sécurité et d'offrir à tous les enfants du Mali les meilleures conditions d'études. Une démarche qui bénéficie de l'engagement et de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Le droit à l'éducation des enfants est un droit fondamental pour tous, quel que soit le contexte. Il nous revient donc de conjuguer nos efforts pour sa réalisation.
Le défi, il est immense, certes, mais nous sommes convaincus que vous avez les moyens de les surmonter. Et nous renouvelons notre engagement à vos côtés pour cela. La rencontre que la région de Sikasso salue à travers le gouverneur Mahamadou Diaby et qui regroupe les autorités scolaires des régions affectées, celles du niveau national et des régions du Sud, doit déboucher sur une feuille de route définissant les modalités et les mesures d'accompagnement facilitant cette reprise. Il faut que tous nous nous donnions la main pour accompagner la mise en œuvre du plan d'action qui va sortir de nos travaux. Donc la démarche d'aujourd'hui s'inscrit également dans l'élaboration d'un plan d'action, d'un plan de mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement. Ouverture ce matin dans notre capitale de la 13e édition du Forum de Bamako, une rencontre de 3 jours qui vise à échanger sur les défis du continent dans une approche participative. Cette année, la réflexion porte sur les conflits et la réconciliation nationale. Thème d'actualité au regard de la crise qui secoue notre pays. À l'ouverture de la rencontre, le vice-président de la Fondation Forum de Bamako a invité les Maliens à se ressaisir. Bourama Traoré. La 13e édition du Forum de Bamako a un goût amer. Principal sujet de réflexion, la crise au Mali. Dans un discours d'une quinzaine de minutes, le vice-président de la Fondation Forum de Bamako a décrit un tableau sombre. Le style est à la fois émouvant et sans détour. Quelle image avons-nous donnée du Mali à l'humanité? Celle d'un pays où les frères en uniforme s'entretuent. Les leaders politiques se vouent aux hégémonies. Les guides religieux étalent leurs rivalités, où la société civile s'entre-déchire pendant que l'ennemi commun n'est pas à la porte, mais dans nos rangs. Quelle image! Celle d'un Mali brutalement défiguré et devenu méconnaissable. Le Forum de Bamako est une tribune de dialogue, un rendez-vous annuel qui conjugue liberté des paroles, convivialité et haut niveau de débat. Débat qui porte cette année sur les conflits et la réconciliation nationale. S'exprimant sur cette thématique, le vice-président de la BOAD dira que le dialogue est nécessaire pour la résolution de tout conflit. Et le Mali ne saurait se soustraire de ces mécanismes, dixit Bassari Touré. Hier, le Mali était cité en exemple pour son art de vivre ensemble. Son sinankouya, comme on le dit, parenté à plaisanterie, son hospitalité, sa tolérance, ces rapports harmonieux et équilibrés entre groupes ethniques et composantes sociales. Il nous faut retrouver cette cohésion, cette cohabitation séculaire, pour ne pas dire millénaire. Du côté du gouvernement, on est conscient. La réconciliation nationale est un passage obligé selon le ministre de la fonction publique, Mamadou Namouri Traoré, pour qui les autorités de la transition attendent beaucoup de ce forum. Effectivement, après les aspects militaires, il va falloir se pencher sur des questions comme la réconciliation nationale, le vivre ensemble, le dialogue. Et nous souhaitons que tous les acteurs puissent nous donner leurs expériences, leurs sentiments et leurs conseils pour que, effectivement, nous réussissions la paix après la guerre. À l'initiative de la Fondation Forum de Bamako, la rencontre va durer 3 jours. 3 jours de réflexion au terme desquels certaines propositions seront faites aux décideurs et organisations impliquées dans les questions de développement au Mali et en Afrique. Autre sujet dans ce journal, le premier bloc de pétrole au sud du Mali se trouve à Bouraké-Bougou, dans le cercle de Kati. Les travaux qui ont démarré sur le site en 2008 sont très avancés. La société Petroman est aujourd'hui à la phase essai de transformation du gaz en énergie. Les responsables de la société attendent le permis d'exploitation pour commencer les travaux. Avec ce gisement gazier, la facture de l'électricité pourrait largement diminuer. Le ministre des Mines était en visite ce matin sur le site. Mohamed Diarra. Il y a un an de cela, ce n'était encore qu'un projet. Aujourd'hui, c'est bien une réalité. Ici, à Bouraké-Bougou, dans le cercle de Kati, sur le site gazier de Alou Bouakar Diallo, celui-là même qui est le PDG de la société Petroman. Le gaz est transformé en électricité au niveau local. Le projet est à la phase d'essai. Les espoirs commencent à être comblés. Au-delà de tout ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gaz qui est produit localement et qui est utilisé localement sans les transporter très loin.
Donc ça permet de produire de l'électricité à très bon marché, ça permet de produire de l'électricité qui est propre. Ça donne beaucoup d'espoir pour le Mali et les Maliens. Le ministre des Mines a pu faire une idée différente. Le 2008 date du démarrage des travaux à ce jour. Il a ensuite visité les différentes installations avant de livrer le message des autorités malaises. À travers le compte du président et du premier ministre, nous venons sur le terrain effectivement accompagner ceux qui prennent ce risque de booster l'économie de notre pays en allant chercher des investisseurs. Mais aujourd'hui, avec le retour du Fonds monétaire international, avec le retour des partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est un grand espoir. Selon les estimations de l'exposant, la société est en mesure de livrer du gaz à 500 000 familles pendant 15 ans. Et cela après la phase test. Mais, avise M. Diallo, tout doit se faire dans les règles de l'art. On a déposé déjà une étude de faisabilité au niveau du ministère des Mines pour obtenir un permis d'exploitation. Dans cette étude de faisabilité, il y a plus d'une dizaine de scénarios. Dans des différents scénarios, il y a un qui permet la production d'électricité, il y a un autre qui permet de produire du gaz domestique au stade du DME pour les foyers et les maisons maliennes. Avec cette industrie, c'est l'espoir qui renaît chez les 2800 âmes du village. Espoir de voir reculer la pauvreté et l'élévation de leur niveau de vie grâce aux retombées de l'exploitation de ce gisement gazier. Après donc l'or et le gaz, le PDG de Petroman se projette dans le futur avec un optimisme. Celui de faire couler le pétrole aussi. Secteur minier toujours à la 19e conférence du secteur des mines, plus connue sous le nom de Indaba Mining, s'est tenue à Cape Town en Afrique du Sud du 4 au 7 février dernier. On prépare à cette édition de nombreux ministres africains des mines, dont le nôtre. Les services techniques du département, les privés et les grandes compagnies minières ont donc porté haut le message du Mali. Commentaire de Agibou Koulibaly. Les investisseurs venus de tous les continents se sont retrouvés pour la 19e fois dans cette ville sud-africaine pour présenter le potentiel minier de leur pays. De nombreux ministres africains des mines, dont le nôtre, y étaient présents. À cette rencontre annuelle de Cape Town ou encore à cette conférence des investisseurs, ils étaient plus de 10 000 participants cette année. La Direction nationale de la géologie et des mines, l'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière OREP, ont présenté la diversité du potentiel minier et pétrolier malien. Et du coup, ils ont enregistré l'intérêt de plus de 1000 visiteurs. Aussi, les investisseurs privés nationaux et internationaux opérant dans notre pays ont tout mis en œuvre pour vendre la destination Mali. Le salon de partenariat Australie-Afrique aménagé par le gouvernement australien n'a pas désempli. Ils sont nombreux, les investisseurs, à se bousculer aux portes du salon réservé pour le Mali. C'est bien dans cet espace où le ministre Amadou Babassi a reçu en audience successivement Avnel Gold, intervenant à Kalana, Anglo Gold Ressources opérant dans la région de Caille, Rangold Ressources intervenant en région de Caille et Sikasso, et aussi de nombreux investisseurs très intéressés par le Mali et son potentiel. Avec chacun des visiteurs, le message du ministre a été clair et précis. La destination Mali reste encore une destination sûre pour les nombreux investisseurs qui ont noué des contacts tant avec les privés maliens qu'avec les services techniques de l'État. Situation au nord du pays, retour sur le kamikaze qui s'est fait exploser à Gao. Notre équipe de reportage a pu filmer de près la scène. C'est un homme d'une 50aine d'années, bourré d'explosifs, qui a voulu attaquer les positions de nos militaires. Envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. La vigilance est de mise. Le checkpoint situé sur la route de Bourem à la sortie de Gao avait été la cible d'un kamikaze islamiste le vendredi dernier. 48 heures après, le même poste a été attaqué par un autre kamikaze. Vers 22h55, nos hommes ont essuyé des tirs des djihadistes en face. Pendant ce temps, le kamikaze a pénétré dans une cour avant de sauter par-dessus le mur pour se diriger vers nos militaires. Avec promptitude, tiré sur le kamikaze qui est un abus. Ce dernier a déclenché sa ceinture avant
qu'il n'atteigne sa cible. Il s'est fait exploser, il n'y a que sa tête et ses pieds qui sont reconnaissables. Cette bravoure des militaires est à saluer. Côté malien, on déplore un cas de blessés légers. Les forces présentes à Gao intensifient les patrouilles pour rassurer les populations. Le colonel-major Didier Dako a déclaré que les forces présentes ne baisseront pas les bras devant ces actes ignobles des islamistes. C'est donc des images difficiles que nous venons de voir. Les responsables du projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière PALIR viennent de remettre des documents pédagogiques aux académies d'enseignement. La remise de ces outils vise à mieux sensibiliser les bénéficiaires sur le respect du code de la route. Compte rendu de Tiamati. En remettant ces outils et au syndicat des transporteurs, les responsables du PALIR, projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière, veulent donner un coup d'accélérateur au processus enclenché par le gouvernement dans ce sens. Le premier gendarme, ou le premier policier même de la circulation routière, c'est l'usager de la route. Quand on dit l'usager de la route, on parle d'abord des conducteurs. Le projet qui nous réunit, c'était le projet de réhabilitation de la route Goma-Koura-Tombouctou, un projet de contribution au désenclavement du pays. Il s'agit de la réhabilitation de 483 km de route en revêtement bicouche. La cérémonie a été mise à profit pour encourager à travers des enveloppes symboliques les chauffeurs les plus méritants évoluant dans le secteur du transport en commun. Ces conducteurs primés ont sélectionné sans en informer à la suite d'un concours organisé en complicité avec les différentes compagnies. Il s'agit des chauffeurs circulant dans le district de Bamako et sur la route nationale 6 et 33. Nous avons conçu une grille d'évaluation qui nous permet de rendre ainsi du chauffeur de suivre à travers nos équipes, et de suivre le chauffeur dans tout son trajet. C'est un honneur pour moi, au nom du ministre, d'accueillir aujourd'hui cette cérémonie de remise de prix aux chauffeurs méritants, tout en les encourageant à la sécurité des transports. La démarche s'inscrit dans la mise en œuvre de ce projet en juillet 2012. Un projet financé à hauteur de près de 700 millions de francs CFA par l'Union européenne pour une durée de 2 ans. La famille du cadre de concertation de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, du syndicat autonome de la magistrature SAM et du syndicat autonome des administrateurs civils SINAC s'agrandit. En effet, le syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale SILTMAT a signé son entrée dans ce groupement en vue d'une plus grande protection des travailleurs concernés. En guise de contribution à l'effort de guerre, les 4 syndicats proposent à leurs militants une retenue de 5% sur leur salaire du mois d'avril. Ramata Konaté. Le syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale est désormais membre du cadre de concertation de l'Union nationale des travailleurs du Mali, du syndicat autonome de la magistrature et du syndicat autonome des administrateurs civils. Après avoir pris part à la mise en place du cadre de concertation comme observateur, le SILMAT s'est réuni en réunion statutaire et unanimement, les camarades ont estimé que c'est vraiment judicieux alors que de prendre part à ces cadres de concertation. Avec cette nouvelle entrée, la famille du Front constitué s'agrandit pour la défense des intérêts des travailleurs. Après cette annonce, place à une déclaration commune dans laquelle les 4 alliés s'engagent à aider les forces armées dans le recouvrement de l'intégrité territoriale. L'UTM, le SAM, le SINAC et le SILMAT, après en avoir débattu largement avec leurs organes respectifs, propose le prélèvement à la source de 5% du salaire net par militant et militante à reverser au gouvernement. Cette offre, selon Siaka Diakité, concerne uniquement le mois d'avril prochain. Les leaders s'engagent aussi à mobiliser leurs militants pour des dons de sang en cas de besoin.
Le groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes a tenu une conférence de presse ce matin ici à Bamako. L'objectif de cette rencontre est de vulgariser les recommandations du forum sur la situation des personnes déplacées tenu le 22 décembre dernier. Le groupe Pivot tient également à informer les pouvoirs publics de la situation difficile des femmes déplacées des régions du Nord. Rachel Tessougé. À travers cette conférence de presse, le groupe Pivot Droit et Citoyenneté des femmes veut informer et sensibiliser davantage les pouvoirs publics et les partenaires au développement du Mali sur la situation précaire des personnes déplacées et réfugiées. Le cas le plus préoccupant est celui des femmes et des enfants qui constituent les couches les plus vulnérables. Nous souffrons encore, surtout nous les femmes déplacées. Et les gens nous ont envoyé de nos localités pour nous protéger. Mais Dieu seul sait dans quelles conditions. Il y a des familles qui accueillent jusqu'à 35 familles venant de diverses localités. Dans toutes les familles, presque des femmes et des enfants qui sont envoyés. La cohabitation n'est pas facile. Le groupe Pivot Droit et Citoyenneté s'engage à tout mettre en œuvre pour alléger les souffrances des femmes déplacées des régions du Nord. Les stratégies que nous entendons développer, c'est déjà d'être solidaires. Les leaders des femmes de toutes les associations, pour que l'on fasse ensemble, en commun, les actions qu'on a à diriger pour ces femmes et ces enfants qu'on constitue pour nous un groupe vulnérable. Au cours de cette conférence de presse, il a également été question de l'amélioration de la stratégie de l'État par rapport aux enfants scolarisés déplacés. Aussi, de la réouverture des écoles dans toutes les régions en vue de rattraper les retards scolaires. Le syndicat des travailleurs de l'ORTM a bouclé ce matin sa série d'appui aux déplacés des régions du nord du Mali. Après Niamana, ce sont les déplacés de Tomikoro-Bougou en commune 3 du district de Bamako qui viennent de bénéficier de 70 sacs de riz. La cérémonie de remise symbolique au chef de quartier Modibo Ndiaye s'est déroulée ce matin en présence de nombreux bénéficiaires ressortissants des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Du début des opérations à ce jour, le syndicat des travailleurs de l'ORTM a distribué plus de 17 tonnes de vivres pour une valeur d'environ 18 millions de francs CFA. Le syndicat donc de l'ORTM qui vient en aide aux déplacés des régions du nord de notre pays. C'était donc la cérémonie de remise à Tomikoro-Bougou en commune 3 du district de Bamako ce matin. Ce communiqué de presse avant de poursuivre cette édition, les administrateurs de la société EDM SA ont tenu hier mercredi 13 février 2013 une session ordinaire du conseil d'administration sous la présidence du PCA, M. Ousmane Issoufi Maïga. Cette session comportait à son ordre du jour 3 points, à savoir la nomination du nouveau directeur général de la société EDM SA, M. Tidjani Keita, remplacement de M. Sekou Alpha Djitei en poste depuis octobre 2005 suite au retrait du partenaire stratégique. L'information sur la nouvelle grille tarifaire de l'électricité et de l'eau en vigueur depuis le 1er février 2013 et qui ne touche pas à la tranche sociale. Enfin, le traitement du dossier relatif à la construction du Centre national de conduite en vue d'une meilleure harmonisation et exploitation des réseaux électriques. L'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGSEM, a tenu aujourd'hui dans ses locaux la 5e session de son conseil d'administration. Plusieurs activités étaient inscrites à son ordre du jour, notamment l'examen et l'adoption des recommandations de la 4e session et la présentation du rapport d'activité 2012. Le conseil a également vu l'adoption du budget 2013 et son programme d'activité. Reportage de Adraman Maïga. Ce budget de plus d'1,2 milliard de francs CFA, adopté au cours de cette 5e session, permettra à l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGSEM, de faire face à ses ambitions de 2013. Parmi elles, on retient l'exécution de 3 grands projets jugés prioritaires dans le district de Bamako. Il s'agit du plan d'assainissement de la ville, de la 2e phase des travaux de la station de teinturière de Sotiba et de la réhabilitation du système de canalisation des eaux usées de l'hôpital du Point G. En plus de ces différentes activités, le budget 2013 sera également consacré à l'exécution et à la poursuite de certaines activités inscrites à l'agenda 2012. Elles concernent la formation du personnel, le renforcement de la collaboration avec les services partenaires et l'adoption du décret portant instauration de la redevance assainissement des eaux usées. Cette année, nous avons pu, à l'arbitrage du BIC, on a pu quand même négocier
que nos anciens projets puissent être reconduits. Nous supposons que vraiment cette année, ça va être vraiment une année d'espoir. 2013 verra également à l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration l'élaboration de nouvelles stratégies en matière de gestion des substances toxiques. Ajouté à celle-là, le renforcement des capacités opérationnelles de l'agence et la mise en application de l'accord d'établissement. Pour réussir ce challenge, j'en appelle à l'engagement et à la détermination sans faille de la direction générale de l'agence dans un esprit managérial qui prend en compte le vivier de ses ressources humaines à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Ce conseil a également été mis à profit par les administrateurs pour réfléchir et trouver d'autres alternatives qui, en plus de l'État, permettra à l'ANGCM de mobiliser plus de ressources pour faire face à ses ambitions et atteindre ses objectifs. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant du projet du budget 2013 du Centre de formation des collectivités territoriales. Avec ce budget, la structure entend mener plusieurs activités, dont la formation de quelques 300 fonctionnaires des collectivités. Ce projet de budget et les activités prévues courant 2013, le bilan de l'exercice 2012 sont entre autres points inscrits à l'ordre du jour de la 6e session du CFCT, une rencontre placée sous la présidence du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Du bilan des activités du Centre de formation des collectivités territoriales courant 2012, on peut retenir la formation de 906 auditeurs, dont les secrétaires généraux et les membres des conseils de cercle sur la conduite de projet. Toutefois, on retiendra également que la structure n'a pas pu finaliser son programme majeur de formation des fonctionnaires des collectivités. C'est pourquoi les administrateurs jugent le bilan insuffisant. Le bilan de l'année 2012 n'a pas été positif, justement à cause du contexte de crise. Il en reste encore à peu près 300 et quelques agents dont la formation n'a pas été achevée. On était responsable pour former les collectivités territoriales sur la maîtrise d'ouvrage et sur l'archivage. Malheureusement, qui n'a pas été exécuté. Raison pour laquelle la structure entend relever ces défis en 2013. Pour ce faire, le projet de budget de cette année s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA, un budget en baisse de 56% par rapport à celui de 2012. Cette diminution, selon Dr Brahima Fomba, s'explique par la faible allocation de la subvention de l'État en 2013 et le financement en 2012 des travaux de construction du nouveau siège du centre, un local financé par le partenaire allemand, la KfW. Nous demeurons convaincus que la présente session sera mise à profit par les administrateurs pour examiner et faire des recommandations pertinentes sur les documents ainsi que les voies et moyens devant permettre au centre de formation de remplir pleinement sa mission de renforcement des capacités de nos collectivités territoriales. Il s'agit surtout de répondre aux besoins de formation des fonctionnaires des collectivités. Au même chapitre, la 6e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Observatoire du développement durable humain et la lutte contre la pauvreté a ouvert ses travaux ce matin sur un siège à la session et la validation du procès verbal de la 5e session, l'appréciation sur l'élection, la présentation et l'approbation du rapport BT 2012, entre autres. Reportage de Agibou Koulibaly. Pour les administrateurs de l'Observatoire du développement durable humain et de lutte contre la pauvreté, l'année 2013 sera marquée entre autres par des activités relatives au suivi et évaluation du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement. En ressources et en dépenses, le budget de l'année 2013 est évalué à 958 391 700 francs CFA. Les dépenses seront financées à partir de 3 sources, les budgets d'État, du PNUD, de l'UNICEF et d'autres partenaires techniques et financiers. Cette phase qui démarrera avec la tenue de la présente session permettra d'appuyer l'Observatoire en établissement public à caractère scientifique et technologique pour l'atteinte de ses objectifs. Pour le directeur général de l'Observatoire du développement durable humain et de lutte contre la pauvreté, les activités en 2013 vont s'inscrire dans la poursuite de la dynamique enclenchée au cours de l'année dernière. Le premier objectif, c'est d'appuyer le suivi et évaluation du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et des objectifs de millénaire pour le développement. Le deuxième élément, c'est aussi d'assurer la promotion et le développement humain durable à travers tout le Mali.
Le troisième élément, c'est de faire des études et des recherches afin de donner des éléments de décision au gouvernement pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité. L'Observatoire du développement durable humain et de lutte contre la pauvreté s'attellera au renforcement des capacités de son personnel et des représentants des structures partenaires. Lancement à Cité des activités du Centre fondamentaire, une structure de santé des Pays-Bas qui se fixe comme objectif la lutte contre le cancer. Pour ce faire, la promotrice du centre, Mariam Touré, entend mettre l'accent sur la sensibilisation, le dépistage et d'autres prises en charge des Aux cérémonies, la science a été largement édifiée sur les causes et les types de cancer et leur prise en charge. C'est donc le lancement des activités du Centre fondamentaire cancer des Pays-Bas. Existe-t-il un problème Touareg au Mali? Une question que suscite la rébellion menée depuis quelques mois par le MNLA au nord du pays. Rébellion ayant conduit à l'occupation de tout le septentrion malien par les djihadistes et autres narcotrafiquants. Pour tenter de répondre à cette question, l'interview de la semaine reçoit l'honorable Assarid Ag Imbarkawan, député élu à Gao, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Un entretien avec Yaya Konaté à suivre après ce journal. Voilà, c'est tout pour cette édition. Vous retrouverez Mohamed Touré pour les éditions de 10h et 13h demain. Je serai là à 18h et à 20h. N'oublions pas de soutenir nos forces armées et tous leurs alliés.